Voilà, donc la parole est à Daniel et Christian. Ok, ben, bonsoir à tout le monde. Donc, comme Christine l'a dit, donc Christian est membre d'Attaque Bruxelles également. Il est membre du comité de rédaction du journal Pour. Et donc, moi, je suis d'Attaque Liège et également secrétaire du réseau pour la justice fiscale. Et en introduction de cette soirée, je voudrais peut-être qu'on se remémore ce qui s'est passé il y a à peu près un an d'ici, en mars dernier, début de la pandémie. Qu'est-ce qu'on se rend compte? Il manque des masques parce que les stocks n'ont pas été renouvelés. Il manquait des blouses pour les chirurgiens. On était donc carrément dans un état sous-financé au niveau des services de santé, avec un personnel insuffisant, des respirateurs qui commençaient à manquer, etc. Et donc là, pour faire un peu le lien entre le fait que l'État n'a pas financé à la hauteur espérée ces services, les services collectifs en général, mais les services notamment donc de santé. Un autre exemple pour montrer à quel point nous sommes tout à fait désarmés par rapport aux organisateurs de l'évasion fiscale. Les palais de justice, bon, d'une manière extérieure, il suffit de voir l'état dans lequel se trouve le palais de justice de Bruxelles ou de Namur ou d'autres endroits qui sont complètement délabrés. Ça, c'est l'extérieur du bâtiment, mais le plus grave encore, c'est qu'en matière de délinquance financière, une bonne partie des dossiers sont classés sans suite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de magistrats pour traiter ces dossiers. Et donc, on se rend compte que voilà, pas mal de gens ont commis des délits, mais comme comme les affaires ne sont pas instruites, ils ne seront jamais poursuivis. Quant à certains qui, comment dirais-je, donc sont quand même font l'objet d'une condamnation ou en tout cas d'un projet de condamnation, il peut arriver aussi qu'au moyen de la transaction avec le procureur du roi, ils échappent à la peine, une peine en général évidemment, c'est lorsqu'il s'agit d'une affaire pénale, donc c'est un délit qui peut être poursuivi et donc ça donne comment dirais-je, conséquence qu'il y a inscription dans le casier judiciaire de la personne, mais moyennant une transaction financière, tout ça, évidemment, peut être annulé. Bon, la plupart d'entre vous connaissent ça, mais c'est pour rappeler que, évidemment, nous sommes loin de l'état de droit en matière de justice fiscale dans notre pays. Et donc, devant ces constats, bon, Attaque, évidemment, je dirais, très présent et très mobilisé depuis sa création, finalement, depuis sa création en France et puis en Belgique par après. Et ici, nous avons eu l'occasion, en fin de l'année 2009, d'être au courant de ce qu'on appelait les Dubai Papers, donc une série d'articles qui sont parus en France dans le Nouvel Observateur et en Belgique dans Paris Match Belgique, qui m'ont démontré un petit peu l'histoire qui est arrivée à un certain Henri Decroix, qui est un gars donc, qui a créé des sociétés, notamment dans des paradis fiscaux, et qui s'est fait notamment pour, je dirais, faciliter ses actions d'évasion fiscale et de fraude fiscale, s'est fait aider par deux avocats bien connus sur la place bruxelloise, en tout cas un bien connu, c'est Thierry Afschrift, et l'autre Arnaud Janssen. Et donc, ayant appris tout cela, donc, on s'est dit, oui, la justice, bon, comme je l'ai dit il y a une minute d'ici, la justice, évidemment, a commencé à inquiéter ces gens-là. Il y a eu procès, bon, mais comme la plupart de ces enquêtes, on craignait, évidemment, et on craint toujours, que tout ça s'enlise, et puis après quelques années, prescription, et finalement, flop, quoi. Donc, on a étudié la possibilité de faire ce qu'on appelle une plainte disciplinaire auprès donc, du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bruxelles, parce qu'évidemment, les avocats sont tenus à une déontologie, et on ne fait pas ce qu'on veut quand on est avocat normalement. Et donc, on s'est dit, c'est une piste pour mettre ces gens sur la sellette. Voilà, donc voilà, j'ai introduit le sujet, et donc je passe la parole à Christian qui va un peu expliquer comment nous avons continué, donc sur base de ces informations, comment nous avons agi pour à la fois faire connaître cette affaire et en même temps comment nous avons agi pour porter plainte avec des associations en dehors d'Attaque et les plaignants individuels, comment nous avons fait pour porter plainte auprès du bâtonnier du barreau de Bruxelles. D'accord, bonsoir à tout le monde. C'est une affaire qui dure pas aussi longtemps que l'évasion fiscale qui dure depuis toujours.
mais c'est une affaire qui a quand même commencé il y a maintenant 16 mois. On s'était rencontrés avec Daniel dans son bureau à Liège. C'était vers le mi-octobre 2019. Et on a porté plainte au nom de Attac Liège et Bruxelles, exactement le 16 décembre 2019. Donc ça vous montre que c'est une épreuve au long cours. Et pour baliser le chemin, eh bien, dès le 6 janvier, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau francophone de Bruxelles, Monsieur Michel Forge, a déclaré notre plainte nos plaintes comme étant recevables et a nommé ce qu'on appelle un avocat enquêteur, Monsieur Masquelin, pour ne pas le nommer. Et puis, le temps a passé. Ils ont en général de l'ordre de 6 mois pour se prononcer. Et le verdict est tombé le 24 août 2020, donc à peu près 8-9 mois après, pour nous dire, grosso modo, circuler, il n'y a rien à voir. C'est un peu bref, mais c'est quand même grosso modo ça, puisque concernant la plainte, concernant l'avocat Afschrift, on a eu droit à 2 lignes. Et concernant la plainte relative à Janssen, Arnaud Janssen, on a eu droit à 3 lignes et demie. Alors, qu'est-ce qui différencie les 2 lignes et les 3 lignes et demie? C'est que pour les 2 lignes, il est dit que pour l'un comme pour l'autre, que la lecture des 2 rapports très circonstanciés, dixit le bâtonnier, de l'avocat enquêteur, le conduit à ne pas donner suite à nos plaintes. Et c'est la même chose en ce qui concerne maître Arnaud Janssen, à la différence que pour maître Arnaud Janssen, le bâtonnier précise que l'authenticité des documents qui ont été fournis au bâtonnier pour examiner les choses et à son avocat enquêteur, l'authenticité n'était pas prouvée. Voilà. Donc, sur cette base, nos avocats d'Attac et d'autres plaignants, maintenant, à savoir maître Alexis Dessoif et maître Pierre Robert, ont déposé, suite à notre demande, un recours devant le président du conseil de discipline près de la cour d'appel de Bruxelles. Christian, avant d'aller plus loin, tu pourrais peut-être dire comme en 2 mots qu'est-ce qu'on reproche? Qu'est-ce que ces avocats ont fait? Oui, voilà, absolument. en 2 mots quand même. On reproche, on ne va pas rentrer dans la technique, on reproche sur la base des éléments que nous avons pris quand on a déposé notre plainte dans les 3 articles principaux de Frédéric Laure dans l'édition de Paris Match Belgique. On reproche à ces 2 avocats d'avoir enfreint pour le moins les règles déontologiques et même d'avoir vraisemblablement enfreint des règles tout simplement légales et des règles qu'ils auraient dû respecter, notamment en matière de blanchiment. Donc, l'avocat d'ailleurs Masquelin a demandé à entendre le journaliste Frédéric Laure. Et sur ces bases-là, ils ont conclu qu'il n'y avait rien à dire. Donc, le recours a été déposé au mois de novembre. Et une première audition, et sans doute la dernière, en tout cas à ce qu'on sache, a eu lieu au conseil de discipline, audition des plaignants qui étaient représentés par Daniel pour RJF et par Estelle Keulemans comme présidente du CNCD 11-11-11 qui avait lui aussi fait recours.
Et je te laisse peut-être, Daniel, dire ce qui s'est passé lors de cette audition. Oui, donc en fait, lors de cette audition, nos avocats ont évidemment développé un peu quelques arguments, notamment dire que le barreau, à l'occasion de cette affaire, il peut marquer sa détermination dans la lutte contre le blanchiment et en même temps, il peut démontrer qu'il est à la hauteur de son rôle d'autorégulateur. En Belgique, la profession d'avocat, elle est régulée par la profession elle-même, donc c'est de l'autorégulation. Et donc, nos avocats ont rappelé que la décision du bâtonnier est injustifiable et indéfendable. Nous détenons en effet réellement les preuves des actes commis par Afschrift et Janssen, donc on ne peut pas dire que nos arguments sont mal fondés. Masquer les bénéficiaires, organiser la dissimulation sur des infractions aux lois anti-blanchiment. De notre côté, dans le cas d'Afschrift, la création et la vente de sociétés offshore sont naturellement incompatibles avec la profession d'avocat. Alors que l'avocat, normalement, il est tenu d'informer le bâtonnier lorsqu'il découvre des indices de blanchiment. Ici, non seulement il n'a pas informé, mais il a lui-même créé des sociétés offshore. Et évidemment, cette affaire ne concerne pas seulement le barreau. Le parquet financier de Paris et le parquet fédéral en Belgique enquêtent sur les faits révélés donc, par les Dubai Papers. Donc, ça dépasse. Donc, c'est pour lui rappeler, pour rappeler au président du conseil de discipline qu'évidemment, à côté de nos plaintes disciplinaires, il y a le parquet qui enquête. Et on l'a également rappelé que le barreau est regardé. Il s'agit d'un enjeu collectif. Et ce dossier constitue, on leur a rappelé, une bombe à retardement et une bombe à fragmentation. Quelle que soit d'ailleurs la décision prise, il a été clair qu'elle sera répercutée dans la presse et dans les assemblées parlementaires. Alors, moi et Estelle Quelemans, nous avons présenté également les coupoles d'organisation que nous représentons, puisque je suis également donc, secrétaire du réseau pour la justice fiscale qui rassemble les syndicats et une trentaine d'organisations. Le CNCD 1111, c'est également les syndicats et les 80 organisations de Wallonie et de Bruxelles. Et donc, qu'est-ce que nous avons rappelé? Bien, que la préoccupation d'une fiscalité juste et le financement des services collectifs, c'est une préoccupation que les citoyens ont évidemment. Et en ce temps de pandémie, on ne comprendrait pas, l'opinion publique ne pourrait pas comprendre qu'on ne poursuive pas, évidemment, ici, dans ce cas-ci, des organisateurs de l'évasion fiscale. Un citoyen qui, en général, évidemment, est tenu à payer des impôts, alors que d'autres y échappent grâce à des mécanismes mis au point par des professionnels qui sont au-dessus des lois. Et un corps de métier qui donne l'impression qu'il cautionne le blanchiment suscite légitimement l'indignation de l'opinion publique. Donc, nous avons fait valoir tout ça. Dans le cas d'Afschrift, le président du conseil de discipline nous a fait valoir que pour l'étape suivante, il faudra résoudre un point de procédure, c'est-à-dire quel intérêt ont à agir aux disciplinaires les avocats des parties plaignantes. Alors que notre plainte a été jugée recevable au départ, maintenant nous devons prouver quel intérêt nous avons à agir aux disciplinaires. Et là, les avocats ont réagi, ils ont donc argumenté. Je ne vais pas, peut-être que Christian, en 2-3 phrases, va résumer, parce qu'évidemment, ils travaillent très bien, ils ont bien pu justifier l'intérêt que nous avions que les plaignants avaient à agir. Et en ce qui concerne le Janssen, donc là, évidemment, comment dirais-je donc, là, les avocats n'ont pas plaidé sur le fond, puisque Janssen a siégé dans le passé comme magistrat assesseur au conseil de discipline du ressort de la Cour d'appel de Bruxelles. Évidemment, ce conseil de discipline, comment est-ce qu'il pourrait juger en toute impartialité? Impossible. Donc nous l'avons demandé, nous avons obtenu que cette affaire, finalement, donc, soit dessaisie du conseil de discipline de Bruxelles, et ce sera donc le conseil de discipline d'appel de la Cour de Liège, finalement, qui va trancher, donc qui va de nouveau instruire, donc on est reparti pour un nouveau tour, puisque la Cour d'appel, enfin le conseil de discipline donc, du ressort de la Cour d'appel de Liège va, en ce qui concerne Janssen, recommencer un tour de carrousel. Donc voilà où on en est, hein, c'est assez procédurier, mais on a en face de nous évidemment des gens qui à la fois ne peuvent pas publiquement dire qu'ils défendent des organisateurs de l'évasion fiscale, mais aussi des professionnels qui fatalement
Afskeft et Janssen ne sont pas des exceptions. Hein, on est persuadé, et d'ailleurs le Parlement européen, qui a une commission d'enquête suite à l'affaire LuxLeaks et aux affaires Panama Papers, le Parlement européen a bien démontré que pour l'évasion fiscale s'organise, il y a les Big Four, hein, il y a les bureaux de consultance et d'audit, il y a évidemment le secteur financier, mais les avocats jouent également, et notamment dans ce jeu, jouent sur le fait qu'il y a le secret professionnel. Et le secret professionnel, là, il utilise à mauvais escient, puisqu'en fait, le secret professionnel ne doit pas être utilisé pour commettre des actions illégales. Il est là pour protéger le client lorsqu'il est attaqué, mais pas dans le cadre ici de conseils donnés à des gens qui veulent se soustraire aux obligations fiscales. Le fait de soulever le secret professionnel, évidemment, ça ne tient pas. Donc voilà, on en est. Et Christian, tu pourras peut-être compléter ce que je viens de dire. Je dirais que, voilà, tu l'as dit, hein, on est en pleine bataille procédurale. Et finalement, personne n'avait prévu, y compris nos avocats, qu'on se retrouverait au bout de 14 mois face à un conseil de discipline qui remettrait en cause la décision du bâtonnier d'avoir considéré comme recevables nos plaintes, puisqu'on nous demande finalement on conteste la recevabilité qui avait été initialement acceptée. Donc, la décision qui sera prise d'acceptation ou non de notre intérêt à agir, comme ils disent, on ne sait pas trop, on n'a pas de délai limite pour qu'ils se prononcent. On pense qu'ils ne vont quand même pas trop tarder à se prononcer. Donc, s'ils disent que notre intérêt à agir, ainsi que de tous les plaignants, associations et organisations, puisqu'il y avait la centrale générale de la VGTB parmi les plaignants qui ont déposé recours, eh bien, à ce moment-là, ça s'arrêtera. Il faudra s'engager dans un combat médiatique pour raconter tout ça. Si le conseil de discipline du ressort de la Cour d'appel de Bruxelles décide qu'on n'est pas légitime à porter plainte, alors on a du mal à imaginer que du côté de Liège, pour Arnaud Janssen, il considère qu'on est légitime à porter plainte. Donc là, les deux cas seront dépendants, et ce que décidera le barreau de Bruxelles, aura évidemment un impact sur Liège. Et puis, si c'est recevable, eh bien, à ce moment-là, est-ce que le délai de 3 mois qu'avait le conseil de discipline pour se prononcer et pour décider si oui ou non il revenait sur la décision de ne pas sanctionner, de ne pas donner suite du bâtonnier, est-ce que le délai de 3 mois se remet à courir? Et côté Liège, puisque le bâtonnier a ouvert une nouvelle enquête avec un nouvel avocat enquêteur, est-ce qu'on repart pour 6 à 8 mois? Donc tout est chamboulé. Et pendant ce temps-là, comme le disait au tout départ Daniel, l'évasion fiscale continue allègrement à s'étendre, la pandémie ne cesse pas et les moyens continuent à être coupés. Et on a deux natures finalement de citoyens, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales. Les citoyens captifs, ils payent leurs impôts parce qu'ils n'ont pas le moyen de s'évader facilement, et puis les autres. Donc c'est véritablement comment dirais-je, une forme de sécession par rapport à la société. Et c'est pour ça qu'il faut toujours éviter, à mon humble avis, le débat technique, parce que si on se concentre sur le débat technique, on oublie le fondamental. Le fondamental, c'est qu'il y a une infime minorité qui fait sécession avec le reste de la société. Et ça, c'est absolument insupportable, d'autant plus insupportable que les barreaux d'avocats qui, comme disait Daniel,
régissent eux-mêmes leur code de déontologie, etc., déclaraient à l'occasion de la première vague, je cite, aussi bien les avocats francophones que germanophones et que ce qu'on appelle l'OVB, c'est-à-dire les avocats néerlandophones, déclaraient qu'ils souhaitaient souligner en cette période de Covid-19 que les règles déontologiques restent d'application dans les circonstances exceptionnelles, le Covid que nous connaissons, et qu'il faut plus que jamais mettre l'accent sur la solidarité au sein de la profession, mais également à l'égard de la société en général. Cette solidarité tient à des valeurs fondamentales du barreau et fait partie intégrante de la déontologie de l'avocat. 2 points. Confraternité, virgule, loyauté et responsabilité sociétale. Fermez les guillemets. Donc là, quand même, on sent qu'il y a un grand écart. Ce n'est pas le tax gap, mais c'est l'écart entre la déontologie affichée et ce qui se passe réellement quand on porte plainte. Alors, on va voir ce que va donner la suite. Ce que l'on sait, c'est que on peut d'ores et déjà dire, en étant tout à fait réaliste et concret, que l'ordre des avocats a répondu d'une manière quand même peu respectueuse. Il y a quand même 300 personnes physiques qui ont porté plainte. Il y a 7 associations et plateformes associatives qui représentaient 325 associations qui ont porté plainte. Et on leur répond, circuler, il n'y a rien à voir, sans autre forme de procès, c'est le cas de le dire. Donc, je dirais, le combat continue et il faut bien souligner qu'on parle d'une plainte déontologique. On ne parle pas d'une plainte au pénal. Donc, on espère quand même que la déontologie des avocats ne se résume pas à condamner ce qui est illégal. Car si ce qui est illégal, alors ce qui est illégal, peut-être, on espère quand même que ça va être condamné au plan déontologique, mais on espère aussi qu'il y a des choses illégitimes qui sont condamnées au plan déontologique, notamment par rapport à ce que je viens de vous lire et qui est affirmé. Voilà. Donc maintenant, eh bien, on va continuer. L'important, il faut peut-être le rappeler, c'est que si on a décidé de procéder à ces plaintes, c'est parce qu'on voulait mettre le halo sur les organisateurs de l'évasion fiscale. Parce que sans ces organisateurs, qu'il s'agisse des avocats fiscalistes, qu'il s'agisse des experts comptables, pour certains, évidemment, à chaque fois, et des réviseurs, eh bien, il n'y a pas d'évasion fiscale possible. On vient encore parler du Luxembourg, là, en Belgique et en France et ailleurs, mais je le rappelle, au Luxembourg, il y a 9500 Big Four, c'est employés Big Four. 9500, ça en fait 1 pour 36 actifs luxembourgeois. Si vous rajoutez derrière les 6 autres grandes compagnies mondiales d'audit et de conseil fiscal qui sont aussi présentes au Luxembourg, vous devez arriver à 12 000 à 13 000 personnes. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils organisent l'évasion fiscale de leurs clients. L'administration fiscale luxembourgeoise, c'est 900 personnes à peu près. Une administration fiscale rend bien compte de l'activité économique du pays. Donc, 900 personnes pour l'administration fiscale des citoyens et des entreprises luxembourgeoises, 13 000 spécialistes de l'audit et de la fiscalité existant au Luxembourg. Donc, on voit bien que le problème, il est là. Et le problème, c'est que il faut médiatiser au maximum tout ça, mais que jusqu'à présent, les réactions des politiques, en tout cas des gouvernants, sont très, très pusillanimes. Et d'ailleurs,
on peut faire le lien avec un autre aspect des choses, c'est que la Belgique est le seul pays qui indique chaque année, suite à une loi qui a été votée un peu par miracle en 2009, je crois, le montant des virements qui sont faits chaque année dans 30 paradis fiscaux, je dis bien 30, hein, pas 100 paradis fiscaux, il y en a 100 dans le monde. 30 paradis fiscaux, hors paradis fiscaux de l'Union européenne. Sur la dernière année connue, c'est 172 milliards d'euros, soit 36% du PIB belge qui part sous forme de virement de 730 entreprises, pas une de plus, hein, vers ces 30 paradis fiscaux. En numéro 1, qu'est-ce qu'on trouve? Les 7 pays qui constituent les Émirats arabes unis. En numéro 2, de mémoire, le Turkménistan, hein, on n'aurait pas imaginé. En numéro 3, je crois, toujours de mémoire, ce sont les îles Caïmans. Et au numéro 4, l'Ouzbékistan. Eh bien, quand on questionne précisément des gouvernants, je dis bien gouvernants, eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas nous dire quelles sont les entreprises concernées, quelles sont les natures de virements, etc., etc. C'est quand même incroyable. Et pendant ce temps-là, eh bien, l'évasion fiscale continue. Et c'est des sommes, on le sait, hein, 30 milliards, 30,2 milliards ou 4 milliards pour la Belgique, 100 milliards pour la France, 1000 milliards pour l'Union européenne. Voilà, c'est considérable. Et je crois qu'il faut à la fois se battre pour conscientiser au maximum le citoyen qui ne se rend pas compte. Mais j'avais fait le calcul, ramener à un citoyen actif l'évasion fiscale belge, c'est l'équivalent, encore de mémoire, je peux m'excuser, c'est à peu près 4,5 mois du salaire net moyen d'un citoyen belge. Donc ce sont des sommes considérables. Et bizarrement, ça ne fait pas plus de bruit que ça, même si ça progresse grâce à plein d'actions qui ont été faites depuis des années et des années, et ça progresse lentement, et à chaque fois, les organisateurs de l'évasion fiscale trouvent les parades, hein, un peu comme en informatique, vous trouvez toujours le moyen de passer en travers les mailles du filet. Mais à force d'être trop technique, on oublie une chose, et c'est ça, à mon avis, sur quoi on doit aussi insister, c'est que l'évasion fiscale, c'est violent, c'est d'une violence extrême. Et les pays en voie de développement, comme on dit, le savent, parce qu'eux aussi, ils sont pillés, et eux, ils vivent avec la mort très souvent. Nous, pays occidentaux, on commence à le voir, parce qu'on a vu avec la pandémie du Covid-19 que le fait que les hôpitaux soient déshabillés, que les moyens collectifs soient pressurés, eh bien, on voyait aussi que ça causait des désastres, voire des morts. Et je crois qu'on doit aussi insister sur le côté extrêmement violent de l'évasion fiscale, parce qu'on a quelquefois l'impression qu'on a des gens qui se réunissent autour de table, costume, cravate, et qui dialoguent sur le fait que peut-être l'arme qu'on utilise, elle est un peu violente et qu'on pourrait peut-être en utiliser une autre qui le serait moins et qui ferait quand même des morts, quoi. Donc, voilà. Moi, je combats évidemment pour concilier le technique et le non technique, et je pense que pour conscientiser le citoyen, il faut montrer que cette évasion fiscale, qui est tolérée, et d'ailleurs qu'on appelle malheureusement optimisation fiscale pour montrer que c'est de la bonne gestion, eh bien, c'est d'abord une violence inouïe. Voilà. Merci, Christian. Donc, je propose qu'on rassemble les questions, donc s'il y en a, pour la deuxième partie donc, de la soirée. Le deuxième sujet sur lequel on voulait intervenir aujourd'hui,
c'est un scandale au droit de succession. Bon, en Belgique, lorsqu'on hérite, non pas de manière directe, mais souvent lorsqu'on hérite, par exemple, d'un oncle, d'un cousin, les droits de succession peuvent s'élever vraiment à des montants phénoménaux et le net, ce qui reste de l'héritage, en général, est vraiment la portion congrue. Mais évidemment, ça, c'est pour le commun des mortels. Pour ceux qui possèdent une fortune évidemment importante, il y a ce qu'on appelle la planification successorale. Ça veut dire mettre en place un mécanisme pour éviter tout cela. Donc c'est une forme d'évasion fiscale. C'est plus ou moins légal, mais évidemment, c'est des moyens qui échappent à l'État. Dans notre cas, les droits de succession sont perçus au profit de la région wallonne, enfin, région bruxelloise ou région flamande, ce sont les régions qui encaissent les recettes, mais le recouvrement de ces droits d'enregistrement et les droits de succession est toujours du ressort de l'État fédéral, donc du SPF Finance. Et donc, pour bien montrer que ça complique les choses ici, puisqu'en fait, la région, ben, elle encaisse, mais elle n'a pas beaucoup de moyens de contrôler, notamment lorsque les montants déclarés dans les déclarations de succession sont largement inférieurs à la réalité de l'actif net des successions. Et l'État, lui, ben, normalement, oui, il est là pour les services d'enregistrement sont là pour vérifier en effet si les déclarations de succession sont exactes, mais ils ne vont pas non plus y donner la priorité, puisque l'argent ne rentre pas au fédéral, il va dans les régions. Donc notre système institutionnel complique encore un peu plus le problème. Et ici, Christian est tombé donc par hasard, entre guillemets, suite à l'histoire qu'on vient de vous présenter maintenant, il est tombé en relation avec un des héritiers d'un notaire bruxellois qui avait une fortune phénoménale, mais ça, Christian va vous expliquer. Et cet héritier a été lésé par ses frères qui ont détourné l'héritage à leur profit. Et donc, il a pu, évidemment, puisqu'il a été lésé, donner toute une série d'informations pour nous expliquer comment l'État avait été dépossédé très largement des droits de succession. Et donc là, je laisse la parole à Christian. C'est une affaire très complexe, mais qui va pouvoir, à mon avis, résumer. Voilà, je lui fais confiance. À toi, Christian. Ok, simplement, Christine, tu proposes des questions à la fin ou maintenant pour la première partie? Ah, elle ne m'entend pas. Oui, je propose que nous parlions d'abord de cette affaire de fraude aux droits de succession et puis nous reprendrons les questions de la discussion après. D'accord. Ok, ben, alors voilà, ben, l'affaire Verbruggen, c'est un truc que j'ai découvert un peu par hasard, mais pas totalement, puisque en fait, suite au communiqué de presse que nous avions préparé tous ensemble, après notre plainte Liège et Bruxelles auprès de l'ordre des avocats, donc fin décembre 2019, on a fait fin décembre 2019, j'ai reçu un coup de fil, je m'en souviens parfaitement, c'était le 24 décembre 2019, d'un monsieur qui me laisse un message que je rappelle et qui me dit: je m'appelle Luc Verbruggen, et il commence à me dire qu'il a vu notre communiqué de presse et que lui, il a commencé par ça, il se bat depuis des années et des années avec les ordres professionnels qui organisent l'évasion fiscale, à savoir l'ordre des avocats, l'ordre des experts comptables et l'ordre des réviseurs. Donc, ah bah je lui dis ça m'intéresse, puisque moi je n'avais jamais entendu parler de l'affaire Verbruggen, qui a fait grand bruit en Belgique jusqu'en 2012, mais qui depuis 2012 ne fait plus de bruit du tout, en tout cas jusqu'à un passé récent. Et puis, je suis allé le voir le 27 décembre. Quand on est passionné, même après Noël, on enquête. Et en fait, j'ai découvert une histoire absolument phénoménale dont je pensais que je n'arriverais pas à en fournir une sorte de synthèse. Mais en fait, elle est emblématique, cette affaire, parce que, elle parle d'évasion fiscale
d'une forme d'évasion fiscale dont on ne parle pas très souvent, c'est l'évasion fiscale au droit de succession. On parle plutôt d'évasion fiscale en matière d'impôt sur les personnes physiques, d'impôt société, de TVA, comment faire pour s'acheter un yacht sans payer la TVA, etc. etc. Mais les droits de succession, on en parle moins. Elle est emblématique pour une deuxième raison, c'est qu'on voit dans cette affaire combien les ordres professionnels qui agissent pour organiser cette évasion fiscale, eh bien, sont d'une puissance incroyable, d'une solidarité qu'il faudrait peut-être plutôt appeler omerta incroyable. Et troisième point, troisième facteur emblématique, c'est que l'État, là-dedans, il est considérablement lésé, puisque on parle d'une succession qui est de 450 millions d'euros, sans doute estimée. L'administration fiscale a quand même procédé à 32 millions de saisies conservatoires. Donc, s'il le fait, c'est pas pour rien. Mais on n'arrive pas, aussi bien l'administration fiscale que le pouvoir politique, que le pouvoir judiciaire, ne parviennent pas, nom de Dieu, à ce que cette succession soit déclarée comme il se doit. Parce que j'ai peut-être oublié de vous dire le principal. Ce notaire richissime, qui était le plus gros notaire bruxellois dans les années 70-80, propriétaire d'un tas d'immeubles, etc., eh bien, ses héritiers, moins 2 contestataires, ont procédé à une déclaration de succession de 117 000 euros. 117 000 euros. Donc, c'est quand même assez gonflé. Eh bien, depuis, cette déclaration de succession a eu lieu fin 2002. Il n'y a pas un cent qui est rentré dans les caisses de l'administration, dans les caisses de la région bruxelloise, qui, comme vous l'a dit Daniel, encaisse les droits de succession. Pas un cent. Et on en est toujours face à des héritiers qui refusent de communiquer les documents comptables qui vont permettre de valoriser la succession, puisque maintenant il y a un notaire judiciaire et un expert judiciaire, expert comptable en l'occurrence, qui sont nommés depuis 2015, tenez-vous bien, pour valoriser cette succession. Et c'est pas compliqué, hein. C'est 3 sociétés de droit belge et une société un peu plus exotique de droit de Liechtenstein, où était planqué quand même un joli magot. Eh bien, les héritiers refusent de produire les documents comptables, la comptabilité de ces sociétés. Aussi incroyable que ça puisse paraître. Et la justice n'a pas encore réussi, ou plutôt n'a pas pu, n'a pas voulu, on ne sait pas, faire que ces putains de pièces, passez-moi l'expression, soient saisies, ou qu'on impose des astreintes à ceux qui les détiennent et qui ne veulent pas les donner. On en est là. Et ça dure depuis maintenant 19 ans. Alors, on est dans un monde aussi où on voit à quel point l'influence est importante. Hein, sans faire de faux procès, il ne faut pas oublier que c'est une famille hyper connue et que l'oncle, le frère du notaire décédé, qui s'appelle Émile Verbruggen, a été un ténor du barreau, comme on dit, un avocat d'affaires éminent. L'avocat, notamment, d'Albert Frère, l'avocat d'hommes politiques. L'avocat, c'est lui qui a négocié la rançon quand votre Premier ministre il s'est fait enlever, là j'ai oublié son nom, etc., etc. Donc un homme qui organisait aussi et qui est toujours président d'honneur des grandes conférences catholiques. Donc, chez ces gens-là, comme disait Jacques Brel, visiblement, il y a une forme, entre guillemets, de solidarité qui fait que
il ne faut pas oublier, je ne vais pas faire trop long quand même, j'essaie de vous donner des flashs, que au départ, après la plainte des 2 héritiers contestataires, eh bien, il y a un juge d'instruction qui a été nommé et qui, au départ, y est allé franco du collier. Il a procédé à des perquisitions, notamment chez un avocat, maître de Will de Desmaël, le grand spécialiste des successions. Si vous avez un problème d'héritage et que vous voulez quand même complexifier un peu les choses, allez prendre ces bouquins. Maître de Will de Desmaël, c'est le king du barreau en matière de droit de succession et de planification successorale. Donc, voilà, et ils ont trouvé dans les notes écrites, ainsi que chez l'une des héritières, que il fallait ne pas parler de la société de Liechtenstein et dire qu'il n'y avait pas de société au Liechtenstein, et il fallait ne pas faire ci, faire ça, etc., etc. Donc, c'était une sorte de précis d'évasion fiscale en matière successorale. Donc, comme on disait tout à l'heure, un avocat, il a le secret de son cabinet, mais le secret ne doit pas lui permettre de faire des choses qui sont illégales. Eh bien, donc, ces pièces ont été saisies. Et qu'est-ce qu'ont fait les ordres professionnels, et notamment d'abord le barreau? Eh bien, ils ont fait le forcing pour que ces pièces soient retirées du dossier. Il y avait des commissions rogatoires qui avaient été requises par la juge d'instruction en Allemagne, au Liechtenstein, aux Pays-Bas, en Suisse et encore dans un 5e pays de mémoire. Elles ont été stoppées, elles n'ont pas été mises à exécution. Et les pièces ont été retirées du dossier. Et malgré tout, en première instance, sur les réquisitions d'une magistrate, Laure du Castillon, qui visiblement ne s'en laissait pas trop compter, elle a demandé 10 mois de prison avec sursis. Et ils ont finalement été condamnés en première instance à 5 mois, ce qui était une demi-victoire, mais très vite, et là, comme par hasard, l'appel a été prononcé assez vite, quand on voit les délais d'appel qu'on peut connaître, eh bien, blanchi intégralement, avec à la barre l'avocat général Jean-François Godby, qui, on en a parlé récemment dans l'affaire du Kazakh-Gate, il a été blanchi. Lui, il a été blanchi dans l'affaire du Kazakh-Gate tout récemment, mais il a blanchi aussi les 5 héritiers fraudeurs. Et il les a blanchis en tenant des propos réquisitoires oraux, pour le moins curieux, puisqu'il a dit que finalement, une fausse déclaration de succession, ce n'était pas un faux en écriture. Et que finalement, ces textes écrits par maître de Will de Desmaël, le grand spécialiste de la planification successorale, ou plutôt de l'évasion successorale, eh bien, c'était des conseils judicieux. Voilà. Et donc, je vous rappelle qu'un avocat général, c'est l'avocat de l'intérêt général. C'est ça que ça veut dire. Il représente donc la société. Donc, je vous ai donné quelques flashs, mais on peut vraiment... c'est une histoire incroyable. C'est une véritable affaire d'État. Une véritable affaire d'État. Et les choses, moi j'en suis maintenant intimement convaincu, parce que j'ai passé des semaines entières à lire toutes les conclusions des avocats des 2 héritiers qui contestent, des avocats des 5 héritiers qui contestent, et je suis intimement convaincu que la vérité, comme le dit celui qui est le plus offensif chez les 2 contestataires, Luc Verbruggen, et qui est le plus constant, la vérité est inavouable. Elle est inavouable. Et donc, ça traîne. Alors, ça traîne depuis tellement longtemps qu'il y a déjà une héritière qui est décédée au mois de novembre. Bon,
Alors, qu'est-ce que vont faire ses propres héritières? Et est-ce que enfin la justice, la prochaine audition, c'est au mois de mars ou début avril, va enfin se décider à exiger de ses héritiers qu'ils donnent les pièces comptables pour valoriser la succession? Oui ou non? Et pourquoi la justice ne le fait-elle pas? Et on a donc envoyé toute cette histoire en 11 épisodes à 153 responsables politiques élus, aussi bien au niveau Parlement fédéral que Parlement régional bruxellois, au niveau des chefs de file de parti, au niveau de la commission justice et de la commission finances de chacun des deux parlements. Le 26 novembre, on a eu une réaction. On a fait une piqûre de rappel il y a une quinzaine de jours. Maintenant, on a allé peut-être à une douzaine de réactions et on va continuer. Mais c'est quand même de 50 à 100 millions, la fourchette est large, mais c'est minimum 50 millions de droits de succession pour la région bruxelloise. C'est quand même considérable, surtout en ces temps de crise, de pandémie, où on arrête sans arrêt, on n'arrête pas de nous dire qu'on a besoin d'argent et de nous rappeler, comme l'a fait Christine Lagarde, que la dette, il faudra quand même bien la rembourser. Hein. Voilà. Or, la dette, je rappelle qu'elle serait beaucoup moins importante s'il y avait moins d'évasion fiscale. Hein, parce que quand on fait tourner le compteur de l'évasion fiscale, on peut mettre à côté le compteur de la dette. Le compteur de l'évasion fiscale, on le voit peu. Le compteur de la dette, vous allez sur n'importe quel site de ministère des Finances de n'importe quel pays, vous voyez le compteur de la dette tourner. Et ben, on met les deux en parallèle. Et, ben, le compteur de la dette tournerait moins vite si le compteur de l'évasion fiscale était arrêté. Hein. Voilà. J'ai certainement oublié beaucoup de choses. Nous, du côté de Tours, on continue l'enquête parce que c'est d'une véritable enquête qu'il s'agit. Et je peux vous dire, pour avoir lu des centaines de pages, que l'endroit où on connaît le mieux l'affaire Verbruggen, c'est certainement au sein de l'Institut des réviseurs d'entreprises de Belgique. Parce qu'ils y sont, les plus éminents y sont passés. Hein. Et donc, pour faire émerger la vérité, c'est pas bien difficile. Il suffit d'une volonté. D'ailleurs, quand la volonté politique existe, on voit que il n'y a pas de problème pour auditer les sociétés confère l'affaire Netis. Hein. L'affaire Netis, c'est quand même, je ne connais pas bien, encore qu'on va s'y intéresser, mais c'est une multitude de sociétés. Bon, ben, là, pour une fois, il y a une volonté politique, et on s'en occupait des comptes, hein. On est allé les chercher, on est allé les saisir. Hein. Donc là, si on veut, on peut aussi faire. Hein. Voilà. Oui, je voulais ajouter aussi que les héritiers, évidemment, ne sont pas restés inactifs pour se défendre et donc peut-être rappeler le nombre, les millions qu'ils ont déjà dépensés dans cette affaire pour se défendre. Ah oui, c'est absolument considérable puisque il faut rappeler que donc, la déclaration de succession, c'est 117 000 €, n'est-ce pas, en 2002. Et ils ont sans doute dépensé, allez, entre 15 et 20 millions déjà de frais d'avocat. Je ne parle pas de ceux qui se débattent pour essayer de faire émerger la vérité, mais je parle de ceux, des 5 qui ont recours aux avocats les plus éminents. Hein. On retrouve toujours les mêmes. Hein. C'est un monde, c'est un petit monde. Hein. Le cabinet Dahl de Wolf, Dahl, ça commence par Dahl, donc Georges Albert Dahl, qui est aussi président du conseil de discipline. Je ne l'accuse de rien, mais on trouve toujours les mêmes interlocuteurs. À Liège, celui qui a été nommé avocat instructeur par le bâtonnier de Liège
c'est l'avocat de votre liégeois Fornieri. Hein, et celui qui, avec l'avocat instructeur liégeois qui défend Fornieri, il y en a un autre, c'est Marc Dahl, le fils de Georges Albert Dahl. Donc, oui, c'est un monde, où les élites se retrouvent. Voilà. Donc, c'est un petit monde et fort influent. Et tenez-vous bien encore, j'allais l'oublier, mais en 2002, oui, c'est en 2002, je crois, ou en 2001, non, en 2002, il y a près de 3 millions d'euros, 3 millions d'euros, qui ont été payés d'un coup en frais d'avocat à l'ordre d'un avocat bruxellois qui est décédé depuis, Caluet, paix à son âme, à partir d'un compte du Liechtenstein vers le compte de cet avocat, vers un compte de cet avocat au Luxembourg. Et on ne sait toujours pas, et on ne veut pas nous dire à quoi correspondent ces 3 millions d'honoraires d'avocat. 3 millions d'euros, vous vous rendez compte d'un coup, hein? Voilà. Donc, c'est vous dire que cette affaire, elle est croustillante et qu'elle constitue véritablement un scandale d'État. Oui, oui, certainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Il y a quelques questions, certaines qui ont donné lieu à déjà un petit échange dans l'espace discussion. D'abord, peut-être donner la parole aux participants qui s'appelle JF et qui dit ne faut-il pas répondre au mal par le mal et qui renvoie à un site Fair Tax Town où s'exprime Attaque Liège. Est-ce que vous pouvez préciser, nous en dire davantage? Il vient de disparaître. Ah, c'est malin ça. Bien, nous n'en saurons donc pas plus, mais en revanche, le commentaire reste dans l'espace discussion. Donc, Alors, le revoilà. Pardon? Le revoilà. Ah oui, eh bien. Donc, JF qui s'appelle aussi JE, ex-attaque Attaque France 08. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ce que vous vouliez exprimer? Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, désolé, mais je m'étais déconnecté sans le faire exprès. Je suis sur un smartphone et je ne maîtrise pas Zoom sur le smartphone. Oui. En fait, voilà, moi je ne connais pas grand-chose en évasion fiscale, évidemment, mais j'ai vu qu'il y a quelques années, au Pays de Galles, je pense, il y a eu une petite expérience qui n'a pas duré longtemps, mais ce qu'ils appelaient les Fair Tax Town. Donc, c'est des petits commerçants de la ville qui ont commencé eux-mêmes à se regrouper et à se payer des avocats fiscalistes pour faire de l'évasion fiscale. Mais pas pour le plaisir de faire de l'évasion fiscale, évidemment, pour forcer l'État à changer ses rouages. Donc, hop, ça s'est bloqué. Oui. Ah, on vous a perdu là. Ah, vous m'avez perdu? Oui. Vous en étiez à forcer l'État à changer ses rouages. Ah oui, c'était tout ce que je voulais dire. Donc voilà, est-ce qu'il ne faut pas être plus offensif et essayer des choses plus novatrices, même si évidemment le côté juridique a toute son importance et tout son intérêt, mais... Oui, mais si notre action en plate déontologique n'aboutit pas, nous avons d'autres éventuellement
d'autres armes, hein, je crois d'autres armes pacifiques. Je crois qu'il faut sans arrêt, effectivement, battre le fer, hein, et sans doute porter plus l'accent, enfin c'est mon humble avis, sur le combat contre les organisateurs de l'évasion fiscale. Les organisateurs, on ne combat pas la drogue sans combattre les organisateurs du trafic de drogue. Et donc là, on nous jette en pâture souvent, à chaque fois que des leaks sont dévoilés, le nom de telle célébrité ou telle autre. Bon, c'est bien intéressant, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est de parler du fond et de parler de pourquoi cela existe et pourquoi les organisateurs de l'évasion fiscale sont aussi ceux qui conseillent les gouvernements, hein, et qui conseillent par exemple également la Commission européenne, comme l'a montré l'association, l'ONG Corporate Europe Observatory, puisqu'on voit que la Commission européenne demande des conseils fiscaux qu'elle voit se faire facturer très cher par les Big Four pour émettre des recommandations ou des règles fiscales. Donc c'est proprement incroyable. D'ailleurs, le rôle de ces Big Four va beaucoup plus loin, puisque maintenant ils sont partie prenante et ils conseillent directement les gouvernements, qu'ils soient nationaux ou régionaux. Vous avez peut-être, c'est pas une diversion, mais vous avez peut-être entendu parler, on en parle beaucoup en ce moment en France, de McKinsey qui organise la campagne de vaccination, mais c'est un exemple de l'hyperpuissance. Là, il ne s'agit pas d'organisateurs d'évasion fiscale, il s'agit de stratèges. Mais McKinsey, c'est une boîte qui est domiciliée au Delaware, hein, dont on oublie de préciser que Joe Biden a été sénateur pendant 37 ans du Delaware. Donc, il a fait progresser le moins du monde les choses en matière fiscale. Donc, en fait, il faut porter son attention sur ceux qui gouvernent maintenant et qui ne sont pas ceux qu'on élit, hein, c'est ces Big Four et tous ceux qui les suivent derrière, et puis tous ces grands cabinets de stratégie comme McKinsey, comme le Boston Consulting Group, comme Bain Consulting, et maintenant EY, Ernst & Young, qui est l'un des Big Four, a créé sa propre entité, j'ai oublié son nom, de stratégie. Donc, en fait, toutes les compétences qui existaient au sein des ministères, dans chacun des pays, elles ont été essorées au nom du néolibéralisme. Et maintenant, ces compétences-là, qui les détiennent, et ces gens-là sont très, très compétents, ce sont tous ces grands cabinets de conseil. Ce qui fait que on obéit à… Et ces cabinets de conseil comment dirais-je, ne sont pas neutres politiquement, hein, pas du tout. Hein. Voilà. Et je l'ai déjà dit et je me répète, mais les Big Four, ils ont par exemple, à l'université de Louvain-la-Neuve, ils ont une chaire de fiscalité. Voilà. Donc, il faut combattre ceux qui sont maintenant les prescripteurs et qui, eux, ne sont pas intéressés par le bien commun. Pas du tout. D'ailleurs, même des journaux plus ou moins mainstream parlent de ces choses-là maintenant. Le supplément du week-end du Monde en France ce week-end, hein, c'est quand même un truc vraiment bobo. Le titre, c'est McKinsey. Vous voyez, et on dévoile des choses qui avaient été dévoilées dans le cadre des Macron Leaks. Hein. On voit à quel point McKinsey a été important dans la campagne de Macron. Voilà. Et ces gens sont hyper puissants. Hyper puissants. Et rappelez aussi, comme tu l'avais déjà d'ailleurs écrit, que le but finalement de ces cabinets de conseil, idéologiquement, c'est assécher l'État. Donc faire en sorte, c'est non seulement faire en sorte que les entreprises, les grosses fortunes payent le moins d'impôts, mais aussi faire en sorte que l'État ayant moins de recettes, tout sera finalement mis en place et pris en charge par le privé.
Donc derrière ça, il y a quand même donc, le fait qu'on s'attaque à l'État et à ses missions pour que Oui, les absolument. multinationales. Voilà. Absolument. C'est une stratégie qui avait été développée dans les années Reagan par un économiste qui s'appelle Buchanan, qui est mort depuis. Et sa stratégie, c'était en anglais to starve the beast, affamer la bête. La bête étant le bien commun, les structures ministérielles, les fonctionnaires, etc. Bah, effectivement, hein, on affame et voilà ce que ça donne. Une autre question peut-être? Christine? Christine ne répond pas. Excusez-moi. Ah. Voilà. Excusez-moi, je parlais dans le vide. J'avais oublié de rétablir mon micro. Voilà. Oui, donc il y a une réaction toute chaude, je dirais, de Corinne qui dit que comme ça, le gouvernement Macron paye le cabinet de conseil McKinsey pour sa campagne de com sur la vaccination, cabinet donc qui est basé dans un paradis fiscal, à savoir le Delaware. Ben oui, en fait, McKinsey, il fait surtout, il ne fait pas sa campagne de com, il fait sa campagne, il organise sa logistique. Ils sont très forts en logistique comme en d'autres domaines, et donc l'État français a décidé de confier à McKinsey la logistique de la vaccination. Ce n'est pas un plein succès jusqu'à présent, je peux en témoigner, ici en France, où je suis en ce moment, mais toujours est-il que, et on ne connaît pas les honoraires correspondants. Hein. C'est un peu comme les contrats signés par la Commission européenne avec les laboratoires. Là, les contrats signés avec l'État français et tous ces grands cabinets, eh bien, on n'en connaît pas précisément les montants. Voilà. Mais c'est nous qui payons. Hein. Alors, une autre question concerne l'Institut des réviseurs d'entreprise. Donc, tu as dit, Christian, que c'était sans doute eux qui connaissaient le mieux tous les dessous de l'affaire Verbruggen. Est-ce que la plainte déontologique a été introduite auprès de l'Institut des réviseurs d'entreprise? Donc là, je reviens au premier volet de l'entretien, donc à partir des Dubai Papers. Donc, elle a été introduite auprès de l'Institut des experts comptables, sans la moindre réaction. Si, il y a eu des réactions. Tu parles de nos plaintes vis-à-vis de l'IEC. Oui. Oui. Il y a eu des réactions. Alors oui, pour dire qu'il fallait mieux justifier l'intérêt à agir et des choses comme ça. C'est-à-dire d'une certaine manière, l'IEC a finalement suivi dès le début la stratégie que les avocats suivent maintenant. Hein. C'est-à-dire qu'ils discutaient sur l'intérêt à agir. Et en fait, à l'heure actuelle, l'IEC nous a déclaré instruire la plainte, mais considère que l'instruction de la plainte ne résulte pas de la plainte elle-même que nous avons déposée, mais résulte de sa décision de se saisir du dossier de cet expert comptable contre lequel nous avons porté plainte, à savoir Guy Olieuse. Voilà. Donc, excusez-moi, il y a un téléphone chez moi. Donc, à l'heure actuelle, on pourrait porter plainte pour ce qui concerne l'affaire Verbruggen, et d'ailleurs, ce n'est pas exclu qu'on envisage la question, vis-à-vis de tous ces ordres. Mais l'un des héritiers, Luc Verbruggen, l'a déjà fait. Il s'est fait à chaque fois envoyer dans le mur, royalement. Mais là, on a pris même moins d'égards qu'on en prend pour nous. Voilà. Alors, en ce qui concerne la plainte éventuelle et future, mais certaine, enfin, je dirais certaine, qu'on doit déposer auprès des réviseurs,
dans la filière des plaintes déposées vis-à-vis des avocats et vis-à-vis des experts comptables, ben, c'est toujours à l'ordre du jour, mais ben, nous, on est en face de grosses machines. Nous, on est une toute petite machine et on a quelquefois un peu de mal à produire, quoi, voilà. Parce que tout ça, c'est une guérilla juridique. Maintenant, c'est une guérilla de procédure et ça nécessite beaucoup, beaucoup d'efforts. Et pendant ce temps-là, le temps passe. Voilà. Oui. Peut-être aussi signaler que oui, nous voulons absolument que des activités qui sont manifestement illégitimes soient requalifiées comme illégales, mais que, comme Daniel le disait tout au début, dans nos plaintes, nous mettons le doigt sur des manœuvres carrément illégales. Oui. Hein, Oui. qui fondent les plaintes. Sinon, là, on pouvait tout de suite nous dire que l'illégitimité ne fait pas partie de la déontologie du barreau. Oui, mais enfin, écoute, si la déontologie des avocats se résume à respecter le code pénal, à ce moment-là, ils n'ont qu'à le dire, ce sera plus simple. Hein, ce n'est pas la peine de faire des grands codes de déontologie. Hein, voilà. Et il ne faut pas oublier que notre plainte, c'est une plainte déontologique et qu'on vise justement, à travers cette plainte déontologique, à ce que l'illégitime, mais malheureusement légal, soit aussi un peu contrarié, quoi. Hein? Oui. Alors, n'hésitez pas à vous manifester dans la discussion ou ou en levant la main d'une façon ou d'une autre, ou en vous agitant éventuellement, mais ça, c'est plus... il faut que votre écran soit ouvert et que je vous vois. Je rappelle quand même qu'il y a plusieurs instructions judiciaires qui ont été ouvertes à droite et à gauche sur le territoire belge pour environ une cinquantaine, petite soixantaine de cas. Donc, ça veut dire que l'affaire est quand même sérieuse et comme le disait tout à l'heure au début Daniel, le parquet s'est intéressé à la chose, comme le parquet français d'ailleurs. Mais ça n'avance pas, en tout cas côté français, ça n'avance pas, puisque je regarde aussi de ce côté-là, ça n'avance pas bien vite. Voilà. Et puis, comme on le disait aussi tout à l'heure, à l'issue, il y a toujours cette possibilité de transaction pénale, hein, qui fait que, bon, bah écoutez, c'est d'ailleurs ce qui pourrait se passer dans l'affaire Verbruggen. Bah écoutez, ouais, oui, d'accord, on va faire une transaction. Et puis le citoyen n'y voit rien, il connaît au mieux le montant de la transaction. Et celui qui a triché, eh bien, bah, il paye un peu d'argent et comme ça, il n'y a pas de publicité de procès. Et puis, il n'y a rien sur le casier judiciaire. Et alors, pour Verbruggen, bah, j'imagine que c'est quelque chose que d'aucuns auraient bien voulu faire, aussi bien du côté magistrat, avocat, voire représentant public. Mais pour faire une transaction en matière successorale, il faut l'unanimité des héritiers. Donc, jusqu'à présent, ils sont mal barrés pour procéder à la transaction. Voilà. Merci. Christian, voilà, 2 questions d'Éric. Éric, tu as la parole, allume ton micro. Voilà. Oui. Mais quand on dit, enfin tu dis, si l'ordre des avocats ou
excusez-moi, il y a un retour. Si l'ordre des avocats se limite à s'en tenir à la loi, à quoi ça sert d'avoir des règles déontologiques? Mais je pense que ces ordres, aussi bien l'ordre des avocats que ont une autre raison d'exister, c'est de justement, comme tous ces ordres corporatistes, c'est de garder une certaine solidarité et une omerta entre les gens qui font partie de l'ordre au-delà des règles de la loi. Et c'est pour ça que lors de la Révolution française, eh bien, on a maintenu ces ordres, parce que ces ordres permettent à la classe moyenne, à une bourgeoisie, à un certain clergé de maintenir des privilèges à côté de tout système. Voilà. Et la deuxième question, c'est on est obligé de porter plainte et d'aller devant eux pour essayer de modifier la chose, et donc et ces gens se tiennent. Et comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter que ce soit eux-mêmes qui déterminent les lois et les règles? Et là, je trouve que c'est très, très difficile parce que quand on veut faire une loi qui arrête les braconniers, eh bien, si on est seulement garde-chasse et qu'on n'a jamais eu de contact réellement avec les braconniers, on ne sait pas savoir exactement comment les braconniers font pour contourner la loi. Donc, et la meilleure manière de les coincer, c'est quand même d'avoir des gens qui se rapprochent suffisamment de leur modalité de fuite que pour mettre le holà. Mais inversement, une fois qu'on sait suffisamment comment ça marche, eh bien, soit on est accepté dans la corporation et on se fait acheter plus ou moins ou on ferme sa gueule, soit on est mis au bord de la corporation et on n'arrive pas à établir des règles qui remettent en cause les choses. C'est la distance entre l'établissement de la règle et sa mise en application. À l'heure actuelle, Oui. comment dirais-je, il y a beaucoup de lois en matière de fiscalité qui sont préparées par des grands cabinets d'avocats. C'est su et connu de tout le monde. Ça a été parfaitement démontré par Corporate Europe Observatory dont je parlais tout à l'heure. Donc le problème, il est politique. À partir du moment où les gouvernants, quels qu'ils soient, toutes tendances de gouvernance confondues, utilisent des cabinets comme les Big Four pour édicter des lois en matière fiscale, ben voilà ce que ça donne. Donc le combat, il est politique, c'est tout. Hein. Il n'est pas. Pourquoi serait-il perdu? Il faut simplement faire en sorte, y compris en commençant par le vocabulaire, de faire prendre conscience à tous les citoyens captifs qui, eux, n'ont pas le choix que de payer leurs impôts, à leur faire comprendre qu'il faut procéder autrement. Si demain tu proposes une loi sur les droits de succession afin qu'elle soit plus juste que la loi actuelle, tu as toute chance de vérifier que ta proposition de loi elle va être très mal accueillie, y compris par le commun des mortels, qui va considérer que son petit héritage et la petite maison qu'il a réussi à acheter en toute une vie et qu'il veut céder, qu'il veut laisser à ses enfants, il va se situer au même rang qu'Albert Frère. Hein. Il va dire on veut me prendre mon héritage. Mais non, il n'a rien à voir. Et donc le sujet, il est d'abord politique et éducatif. Et c'est pour ça qu'il faut éviter de sombrer dans la technique. Évidemment qu'on a besoin de technique.
Mais si on veut, on regarde au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, je ne sais plus où c'était, mais ils ont décidé d'enfermer dans un grand hôtel, je crois que c'était aux États-Unis, toute une série de nobles économistes pour que, au bout d'un certain nombre de jours, ils pondent enfin quelques éléments pour gérer la monnaie, etc. etc. Ben, tu sais, il y a 260 000 avocats fiscalistes de par le monde chez ces Big Four. Hein, si tu leur demandes de mettre au point un nouveau système, ils peuvent te le sortir, il n'y a aucun problème. Et il faut lutter pour que la compétence, justement, à l'intérieur des ministères, elle parte. Hein, parce qu'elle diminue sans arrêt, cette compétence. Délibérément. Délibérément. C'est pour ça, c'est là que ça se passe. Hein. C'est là que ça se passe. On n'a jamais été autant gouverné par une minorité qui n'est pas la minorité qu'on n'élit pas. Rappelez-vous, en 2011, Polytechnique Zurich, une étude de chercheurs suisses démontre que 760 entreprises de mémoire contrôlent 80% de l'économie et de la finance mondiale. C'était en 2011. À mon avis, maintenant, 10 ans après, ça n'a fait que ça croître. J'ai demandé s'il y avait une mise à jour. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Et ces 760, elles sont toutes auditées par les Big Four. Toutes. Conseillées fiscalement par les Big Four. Conseillées stratégiquement par McKinsey, Bain, Accenture. Accenture, c'est un truc dont on ne peut pas parler. C'est 450 000 personnes dans le monde du conseil. Où est-ce qu'ils sont basés? Leur siège social aux Bermudes. Donc, voilà, c'est tout. Hein. À partir du moment où l'ancien commissaire européen à la fiscalité, le français Pierre Moscovici, est capable de déclarer il n'y a plus de paradis fiscaux au sein de l'Union européenne et que ça passe quasiment comme une lettre à la poste, effectivement, la victoire idéologique et médiatique, elle est pour l'instant gagnée par le camp dont on voudrait qu'il perde. Hein, ça, c'est clair. Mais sans combattre ça, on se dirige, et là on sort des plaintes, mais vers une sorte de véritable néo-féodalisme. Hein. Un type qui s'appelle Yves de Zalay, que je ne connaissais pas, mais que quelqu'un qui travaillait avec nous m'a fait connaître, et qui a écrit, mais dans les années 80, Les marchands de droit. Hein, il est sociologue, il s'intéressait déjà à l'époque, dans les années 80, et il a baptisé ça, les marchands de droit, au pouvoir de ces boîtes. Big Four, à l'époque c'était les Big Six, McKinsey et compagnie. Le pouvoir est là. Hein. Marianne demande la parole. Oui. J'ai essayé de faire le message, mais j'y arrive pas. Voilà, c'est simplement une question et puis une réflexion. Je me dis, parce que je pense à McKinsey, qui a mis son nez dans la nouvelle proposition pour l'enseignement. Ouais. Hein, bon, on en a assez parlé chez Attac. Hein, et je me dis, bon, voilà, les ministres acceptent ça. Mais alors je me pose cette question-là, est-ce qu'ils sont naïfs ou est-ce qu'ils sont complices? Je finis par me poser la question. Et je dis, il faut vraiment être vigilant parce que le jour où McKinsey va vouloir, où on lui demandera de réviser la sécurité sociale, on est mal barré. Hein. Et ils en sont bien capables. Et quand tu dis naïf ou complice, tu parles des gouvernants? Oui. Des ministres. Ah, d'accord. Oui. Okay. Bon, moi, je crois qu'ils ne sont pas naïfs. Donc, à toi de déduire s'ils sont complices. Mais moi, je ne les qualifie pas de naïfs. Non, non, absolument pas. Ouais, je sais pas. Il y en a certains qui n'ont pas l'air d'être au courant de certaines choses, je ne sais pas.
Bah, alors, on va dire à ce moment-là que s'ils ne sont pas complices, ils sont curieusement passifs Oui. ou désinvoltes voilà, je ne sais pas, mais il y a suffisamment mais la compréhension du pouvoir de ces grandes organisations privées que sont les Big Four, les cabinets de stratégie, elle est paradoxalement peu connue. Hein. Peu connue. Alors, est-ce que c'est de la naïveté? Peut-être. Et tu sais que, ou tu ne sais pas, que tu as des grandes ONG qui sont auditées par ces Big Four. Ah oui. Tu comprends? Hein? Je ne dis pas de bêtises, mais c'est Oxfam. Ils sont audités par EY. Par EY. Parce qu'en fait, ils ont réussi à avoir une telle image qu'en fait, on achète une sorte de caution. Hein, on dit on est audité par EY ou par KPMG ou par je ne sais pas qui. Alors, on est au-dessus de tout soupçon. Voilà. Ouais, c'est fou. Ben oui, c'est fou. Il faut faire prendre conscience aux gens de tout ça, quoi. Il faut. Voilà, toi, tu en parles dans ton journal, mais bon. C'est d'autant plus difficile que maintenant, ils ont un tel pouvoir, ils ont une telle victoire idéologique que tu rencontres beaucoup de parents et s'ils ont des enfants qui réussissent à peu près bien leurs études dans le domaine économique, ils vont être aux anges et très contents s'ils rentrent chez un des Big Four, chez McKinsey ou je ne sais pas qui. Hein. Voilà, hein. C'est ça le problème. Ouais. En plus, on leur donne une petite bagnole, il y a marqué Deloitte ou je ne sais pas quoi avec, et vogue la galère. Hein. Voilà. À propos d'ONG ou d'associations auditées par les Big Four, le CADPM va quitter la DGD, hein, la Direction Générale au Développement, parce que, et donc perdre un financement considérable, leur plus gros bailleur de fonds, qui leur impose un audit par Deloitte. Ben oui. Il faut faire un papier là-dessus, Christine. Il faut faire un papier là-dessus. Oui, oui. Ah, ben. Oui. Oui, c'est ça. Oui. C'est très important, ça. Mmh. Ça fait. Et la CODEF, donc la coupole des associations financées par la DGD, trouve ça tout à fait normal. Hein, c'est du sérieux au moins. Hein, Deloitte. Ben oui. Ah oui. Bah, si tu... Ça m'étonne quand même. Hein. Parce que quand Estelle Kuhnemans vient avec vous pour participer, elle est toujours là en tant que représentante de la FGTB. Non. Elle était présente en tant que présidente du CNCD 1111. Ah. La FGTB n'a pas porté plainte. Hein. Oui, mais la centrale générale qui a porté plainte. La centrale générale a porté plainte. Oui, mais Estelle n'a pas de mandat de la. Oui, c'est ça. Mais Estelle n'a pas de mandat de la centrale générale. Mais le CNCD fait partie des associations qui sont financées par la DGD et qui donc sont auditées par Deloitte. Oui, hein? Oui, c'est fou. Hein. Non, mais ils sont audités jusqu'à présent, avant que Deloitte n'arrive, ils étaient audités par RSM. Mais RSM, ça doit être le 6e mondial. Donc, quand tu regardes les 10 premiers au monde, tu vois qu'il y a une condition de succès pour réussir dans cette activité. Il faut être implanté dans tous les paradis fiscaux, y compris les plus confidentiels. Voilà, donc c'est aussi leur responsabilité d'aller voir, nom de Dieu, où sont leurs auditeurs, où est-ce qu'ils sont implantés, pourquoi ils sont aux îles Caïmans, hein? Pourquoi? Oui. Voilà, c'est tout, hein, c'est aussi simple que ça. Hein. Il y en a plein de cabinets qui sont tout à fait sérieux, qui sont capables de faire l'audit et le commissariat aux comptes d'associations et même de grosses entreprises. Hein. C'est pas un problème. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Évidemment.
Même chose pour Newbie, hein, mais bon. Mais concrètement, si on veut faire bouger les rapports de force, hein, le monsieur disait tantôt faire la même chose, mais comment, par exemple, on a réussi à faire bouger les rapports de force lorsque De Gaulle a essayé de dire à Monaco, maintenant ça suffit de jouer au paradis fiscal et a mis des limites. Comment est-ce qu'on a réussi à faire bouger la connaissance et le point de vue politique du pays de telle manière que cette prise de position ait pu passer? Parce que bloquer les paradis fiscaux, c'est vraiment quelque chose de relativement simple, parce que géographiquement, ils ne sont rien. Donc, on coupe le Liechtenstein, point, on coupe une ou deux fibres optiques, et c'est fini. C'est techniquement pas si compliqué. Non, c'est une Donc, volonté la seule politique. chose qu'il faut, c'est arriver à convaincre la population qu'il faut mettre en haut là. Oui, d'abord, pour répondre à ta question, dans un premier temps, De Gaulle, c'est De Gaulle, évidemment. Macron, il vient de chez Rothschild, donc c'est pas du tout le même profil. Hein. Donc voilà, on a les hommes politiques qu'on mérite aussi. Enfin, qu'on mérite, ou en tout cas qu'on supporte si on ne les a pas élus, il faut bien faire avec. Et on ne peut pas dire qu'on est gâté. Non. Donc, mais si la population, bon, c'est le but de ce qu'on fait, mais enfin, bon, on a vu, il y a une dizaine de participants, on est 11 actuellement. Ben oui. On essaie de faire son possible pour informer les gens, mais c'est un sujet peut-être qui est rébarbatif ou qui n'intéresse pas trop. Mais tant qu'on reste entre convaincus, fatalement, ça va être difficile de faire bouger le pouvoir. Ce qui a fait bouger un petit peu, c'est les leaks, donc tout ce qui est les fuites qui apparaissent dans la presse. Et là, bon, ici, dans le soir d'hier notamment, on évoquait le fait que l'État luxembourgeois, s'il a pris un peu des mesures, notamment avec le registre des propriétaires effectifs, donc des sociétés, donc s'il y a un petit peu de transparence au niveau du Luxembourg, même si c'est loin d'être parfait, c'est uniquement parce qu'il y a eu un impact médiatique dû au consortium international des journalistes qui ont mené toutes les enquêtes dont on a entendu parler ces dernières années. Et donc, fatalement, à côté de l'associatif, du petit travail qu'on fait, qui n'est pas négligeable, mais enfin qui est quand même un travail quand même un peu d'amateur, même s'il est sérieux, même si on fait ça très sérieusement, on peut dire qu'en face de nous, évidemment, on a quand même des gros morceaux. Ici, on s'attaque à des gros poissons, comme à Schrift, mais voilà, la population, si elle n'est pas derrière nous, c'est difficile d'avancer plus loin. Ah, Christian, je ne sais pas ce que tu en penses. Je rappelle que le barreau francophone de Bruxelles sont inscrits à ce barreau tous les avocats fiscalistes des grands cabinets d'audit. Hein. Ils sont inscrits pas, contrairement à l'IEC, ils sont inscrits en tant que personnes physiques. Ils ne sont pas inscrits au nom de KPMG, etc., etc. Mais ils sont tous, évidemment, puisqu'ils sont avocats fiscalistes, au barreau de Bruxelles, de Liège et compagnie. Donc, ils sont là, de la même façon qu'ils sont là à l'IEC. Et donc le combat, comment faire, comme tu dis, Eric, comment faire, je crois qu'il y a un truc qui freine beaucoup de gens, en tout cas beaucoup de politiques, c'est l'Union européenne. Parce qu'en fait, pour moi, mais ça n'engage que moi, ça, hein, pour moi, l'évasion fiscale, elle est inscrite dans les traités européens à partir du moment où il y a la libre circulation des capitaux, hein, et la libre installation complète des aides, etc. Et plus la concurrence fiscale. Bon, voilà. Mais à partir du moment où tu dénonces ça et tu dis que les traités européens doivent être révisés, très vite, on te taxe soit d'anti-européens, soit de populistes. Tu es populiste parce que tu vas pas dans le sens de là où tes adversaires voudraient que tu ailles. Et puis, de souverainistes aussi, éventuellement. Donc, avec ça, y compris des gens peut-être qui voudraient
peut-être aller dans le sens de notre combat, bah, ils n'y vont pas parce qu'ils disent voilà, on va être taxé d'être anti-européen. Il ne faut pas oublier qu'on vient de découvrir qu'à France Inter, les journalistes avaient un intéressement s'ils parlaient beaucoup de l'Europe, de l'Union européenne. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Là encore, c'est de l'idéologie. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un autre frein dans la population? Christian, tu as dit que si on demandait une révision des lois sur les droits de succession, il allait y avoir une levée de boucliers de gens qui n'ont pas grand-chose à léguer, mais qui vont tout de suite se dire qu'on s'en prend à leurs biens et à leur droit de le transmettre. Et est-ce qu'il n'y a pas en fait des formes de petite évasion fiscale qui deviennent presque un sport national et où on se dit oh non, on ne va pas nous mettre des bâtons dans les roues sans comprendre la différence d'échelle. La différence d'échelle entre ce qui se passe avec De Croÿ et consorts et ce que peut faire la petite PME qui fait fait des lasagnes entre le déclaré et le non déclaré. Oui, bah écoute, déjà de toute façon, certainement qu'il y a un peu de ça, hein, mais bon, déjà tous ceux qui sont salariés, bah, depuis des lustres chez vous, il y a le précompte professionnel. Je vois pas comment ils peuvent bien frauder. Hein. C'est la société qui les emploie qui quelquefois paye pas l'impôt qu'elle devrait payer, qui prélève leur impôt pour le compte de l'État. C'est quand même un comble. Hein. Donc ceux-là, ils peuvent pas frauder. Après, bon, bah, c'est vrai que la tentation de la petite PME, du petit indépendant, de passer un peu entre les gouttes, elle existe, certainement. Mais pour moi, elle n'a rien à voir avec l'évasion fiscale. D'une certaine manière, bon, c'est une formule, hein, la fraude, c'est l'évasion fiscale du court. Hein. Il faudrait vraiment être con pour frauder si tu as les moyens de t'évader. Hein. Donc voilà, hein, mais, oui, ça joue, mais je crois plutôt que c'est plutôt une évolution de plus en plus forte de l'individualisme qui fait que chacun considère qu'il va se démerder tout seul. Et puis voilà, hein, l'individualisme, il a quand même fortement progressé sur les 30 ou 40 dernières années. Hein. Le discours ambiant, il est terrible, hein, il est matraqué matin, midi et soir sur toutes les radios, télé, mainstream. Hein. Sur France Inter, on avait encore à une époque, avant qu'il se fasse assassiner, le mec du journal L'Écho qui dialoguait avec Bernard Maris, là, qui était un économiste vraiment passionnant. Mais maintenant, le mec des Échos, j'ai oublié son nom, bah, il dialogue plus, hein, il fait son éditorial tous les jours tout seul. Hein. Ouais. Même une radio nationale fait ça. Hein. Ah ben, on est mal barré. À France Inter, c'est Dominique Seux. Voilà, c'est ça. Oui, l'horreur absolue. Hein. Oui, absolument, tu as raison. Ah. Non, je ne pas. Non. Ouais. Ouais. Voilà. Bien. Ben, donc, poursuivons. Non oui. Mais il faut poursuivre plus que jamais, et puis essayer sans doute de se fédérer mieux, hein, Ouais. et de faire plus de choses ensemble. Oui. C'est une nécessité absolue. Là, vous voyez le compteur de l'évasion fiscale. Ah, c'est ça que je vois. Oui. Voilà, c'est Seb qui fait défiler le compteur de l'évasion fiscale mis à jour en 2021.
Et ça ne va pas mieux. Ça ne va pas mieux, je vous le dis. Oh. C'est pas moi, j'y suis pour rien. Je vous jure. Non, je crois que personne d'entre nous n'y est pour rien. Hein. On n'a rien à faire évader. Je me demande quand même, si je peux le dire, si dans la population, il n'y a quand même pas une certaine fascination pour les gens qui gagnent, pour les gens qui sont riches, et quelle que soit la manière dont ils sont riches. Tu as raison. Je me souviens, si je peux le dire, dans les années 90, quand on a fait dans l'enseignement, dans l'enseignement belge en tout cas, le socle des compétences de McKinsey, eh bien, moi, j'ai eu des problèmes avec ma direction. Ils étaient fascinés parce que je leur ai dit, bon, c'est un grand conseil, etc. C'est autre chose, c'est libéral, etc. On m'a foutu à la porte. On était en extase devant les grands cabinets, devant les gens riches, devant dans les années 90 déjà. Alors maintenant, je pense… Comment? Les gagnants, on appelle ça. Oui, c'est ça. Donc, en fasciné par les gens qui gagnent. Donc, la majorité de la population est comme ça, je crois. Oui, bah, tu as raison. Mais ça aussi, c'est le résultat d'une idéologie. Hein. Regarde Macron, la start-up nation, le bordel, le machin. Les premiers cordées, les licornes, les je sais pas quoi. Enfin, c'est infernal. Hein. Oui, il a même dit il faut vouloir devenir milliardaire ou un truc comme ça. Donc, voilà. Alors qu'il n'y a qu'à traverser la route pour trouver pour se faire vacciner, ça ne marche pas encore en France. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment un problème parce que au point que le commun des mortels qui n'a pas cette fascination, cette position, n'ose plus parler ou s'il prend la parole, est considéré comme un perdant, un has-been. Oui, tout à fait. Un crétin. Un carrière compris, quoi. Voilà, défendre l'intérêt collectif et défendre de l'argent pour les hôpitaux de tout le monde, alors que moi, en tant que médecin ou qu'avocat, je peux devenir riche en mettant un vaccin sur le marché. De quoi j'ai l'air. Et ça c'est un problème essentiel parce qu'on est allé tellement loin que même quand ce n'est pas dans les infos même, toutes les 10 minutes, on est bombardé d'une publicité qui ne vante que la fraude, l'écrasement de l'autre, le plus fort, l'individu. Ça, c'est vraiment problématique. Même dans les familles, quand tu seras grand, mon fils, il faut faire un métier où tu gagneras beaucoup d'argent. Oui. De toute façon, maintenant on te parle à l'université de l'employabilité. C'est primordial, l'employabilité. Hein. Tu vas pas à l'université pour t'éduquer, etc. Tu y vas d'abord pour être employable. Voilà. Ou pour faire des start-up. Ah oui, c'est ça. Hein. Et alors aussi, ce qu'on aime bien, c'est démolir le principe de solidarité. Hein. Parce que ça, tu l'entends souvent. Et puis maintenant, j'ai encore entendu il y a quelques jours, comment il s'appelle là? Je ne sais plus son nom, qui parlait de l'allocation universelle. Ah, des failles. Oui, ils reviennent là-dessus. Voilà quoi. Tout ça, ça me fait peur. Les amis, je vous prie de m'excuser, mais je crois que je vais devoir, je ne suis pas chez moi, et je vais devoir vous quitter. Je suis désolé. Hein. Oui, on va terminer. Oui, mais on va. Merci beaucoup. Voilà, Il aurait passé. Merci.
Merci beaucoup pour Vraiment génial. cet échange. C'est vraiment, vraiment important. Oui, c'était bien. Merci. Merci. Merci à tout le monde. bientôt, hein. À bientôt. À bientôt. Au revoir.